Le président. La Chambre de première instance est réunie aujourd'hui pour rendre son jugement dans l'affaire Le procureur contre Pavle Strogar. Aux fins de la présente audience, la Chambre présentera brièvement ses constatations et conclusions en l'espèce. Elle tient à souligner que ce qui suit n'est qu'un résumé et que seul fait autorité l'exposé des constatations, conclusions et motifs de la Chambre que l'on trouve dans le texte écrit du jugement, dont des copies seront mises à la disposition des parties et du public à l'issue de l'audience. Avant de se pencher sur les questions de fond, la Chambre souhaite exprimer ses remerciements aux traducteurs, aux interprètes, à la section de l'administration du tribunal, à la section d'aide aux victimes et aux témoins, au conseil, ainsi qu'aux juristes de la Chambre pour avoir contribué au bon déroulement de ce procès. L'accusé, Pavle Strogar, général de division à la retraite de l'ex-armée populaire yougoslave, la JNA, a été mis en accusation pour des crimes qui auraient été commis le 6 décembre 1991 dans le cadre d'une campagne militaire menée par la JNA dans la région de Dubrovnik en Croatie durant les mois d'octobre, novembre et décembre 1991. Il est allégué que lors du bombardement illégal à l'artillerie mené par la JNA contre la vieille ville historique de Dubrovnik, le 6 décembre 1991, 2 personnes ont été tuées et 2 autres grièvement blessées. De nombreux édifices de la vieille ville, revêtant une importance historique et culturelle, ont par ailleurs été endommagés. Dans l'acte d'accusation, ces allégations sous-tendent les 6 chefs de violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnés par l'article 3 du statut du tribunal, à savoir meurtre, traitement cruel, attaque contre des civils, dévastation que ne justifient pas les exigences militaires, attaque contre des biens de caractère civil et destruction d'édifices consacrés, entre autres, à la religion, aux arts et aux sciences. Il est allégué que l'accusé est coupable de chacun des 6 chefs d'accusation susmentionnés sur 2 bases distinctes. Il est tenu responsable, premièrement, sur la base de l'article 7.1 du statut, pour avoir personnellement ordonné, aidé et encouragé le bombardement de la vieille ville. Et deuxièmement, sur celle de l'article 7.3 du statut en tant que supérieur hiérarchique en raison des agissements criminels des forces placées sous son commandement. La responsabilité de l'accusé découlait du poste de commandement du 2e groupe opérationnel qu'il occupait à l'époque des crimes reprochés. En septembre 1991, un conflit opposant la JNA et les forces croates a éclaté dans les régions côtières du sud de la Croatie. À partir du 1er octobre 1991, Dubrovnik a fait l'objet d'un blocus qui s'est poursuivi en 1992. Les forces de la JNA placées sous le commandement de l'accusé ont lancé des opérations de combat visant à avancer sur la ville de Dubrovnik, notamment du 23 au 26 octobre 1991 et du 9 au 13 novembre 1991. À ces 2 occasions, l'agglomération de Dubrovnik en général et la vieille ville historique en particulier ont été bombardées. Le 13 novembre 1991,
La JNA contrôlait effectivement l'ensemble du territoire entourant l'agglomération de Dubrovnik, à l'exception du mont Srđ. L'une des principales caractéristiques topographiques de Dubrovnik qui surplombe la vieille ville et où se trouve un fort datant de l'époque napoléonienne. Au début du mois de décembre 1991, des négociations ont été engagées en vue d'essayer de résoudre le problème du blocus de Dubrovnik. Dubrovnik ne constituait alors que l'une des nombreuses questions nées du conflit en République socialiste fédérative de Yougoslavie, dont s'occupaient à l'époque les plus hauts représentants des autorités croates et serbes. Une rencontre entre une délégation ministérielle croate, dirigée par le ministre Rudolf, et la JNA, représentée par l'amiral Jokic, s'est tenue à Cavtat le 5 décembre 1991. Les pourparlers devaient se poursuivre le 6 décembre 1991. Les faits ayant un lien direct avec la journée du 6 décembre 1991 ont été rapportés dans un grand nombre d'éléments de preuve. Beaucoup d'entre eux sont discordants ou contradictoires. Il a donc fallu que la Chambre détermine où se trouve la vérité. Ces motifs sont exposés en détail dans le jugement écrit. Le résumé des faits essentiels de l'espèce qui suit reflète les constatations de la Chambre eu égard à ce qui s'est véritablement passé. Bien avant l'aube, vers 5h50 du matin, le 6 décembre 1991, les habitants de la vieille ville de Dubrovnik ont été réveillés par le bruit d'explosion. Une attaque à l'artillerie venait d'être lancée. Alors que, dans un premier temps, les tirs visaient principalement la zone située autour de Srđ, certains quartiers d'habitation de Dubrovnik, notamment la vieille ville et son port, ont été frappés par des bombardements, quasiment dès le début de l'offensive. Quoi qu'il en soit, la cible principale de l'attaque s'est déplacée de Srđ pour devenir l'agglomération de Dubrovnik, y compris la vieille ville. Les bombardements les plus intenses ont eu lieu dans la matinée, entre 9h et 9h30, puis vers 11h. Vers 11h15, la fréquence des bombardements a considérablement diminué. Cette accalmie n'a cependant été que de courte durée, puisque les bombardements ont repris en intensité, bien que de façon plus sporadique. Les bombardements ont sensiblement diminué peu après 15 heures, puis ont quasiment cessé peu après 16h30. Le pilonnage de Dubrovnik, y compris de la vieille ville, a duré plus de 10h30 le 6 décembre 1991. Ce même jour, la JNA a tenté de s'emparer de Srđ. L'offensive du 6 décembre 1991 a débuté entre 5h et 6h du matin sous le couvert de l'obscurité. Elle a été engagée par 2 petites unités d'infanterie appartenant au 3e bataillon de la 472e brigade motorisée de la JNA. Chacune de ces unités bénéficiait d'un appui-char rapproché. Moins de 40 soldats ont pris part à l'attaque. Les forces croates de défense déployées à Srđ ont néanmoins été placées dans un état d'infériorité numérique. Les activités menées par l'infanterie et l'artillerie de la JNA ce jour-là ont été supervisées et coordonnées par le commandant du 3e bataillon de la 472e brigade motorisée, le capitaine Kovačević, lequel était installé au poste d'observation de Jarkovica,
un petit plateau situé à environ 2 km au sud-est de la vieille ville, qui offrait une vue dégagée vers le nord-ouest de Dubrovnik, notamment la vieille ville et Srđ. Peu avant 6 heures du matin, moins d'une demi-heure avant le lever du jour, des unités de la JNA ont procédé à des tirs de barrage aux mortiers et à l'artillerie. Dans un premier temps, leur cible principale était Srđ. Alors que les deux unités engagées dans l'attaque avançaient dans cette direction, elles ont essuyé des tirs défensifs provenant de Srđ, puis des tirs de mortier de calibre 82 mm et des tirs de mitrailleuses provenant de positions croates situées dans l'agglomération de Dubrovnik, mais pas dans la vieille ville. Comme les tirs visant les troupes de la JNA engagées dans l'attaque de Srđ étaient de plus en plus nourris, l'artillerie de la JNA a ouvert le feu sur des positions de tir croates situées dans l'agglomération de Dubrovnik afin d'essayer de les neutraliser. Vers 8 heures du matin, les forces assaillantes de la JNA s'étaient suffisamment rapprochées de Srđ pour se trouver elles-mêmes menacées par le barrage d'artillerie de la JNA. Le barrage d'artillerie a été interrompu pour que les troupes de la JNA puissent poursuivre leur avancée. Celles-ci ont continué toutefois à subir des attaques aux mortiers lancées à partir de positions croates situées dans l'agglomération de Dubrovnik et à essuyer des tirs défensifs provenant de Srđ. Bien que Dubrovnik, y compris la vieille ville, ait été bombardée quasiment dès le déclenchement des tirs par les batteries de la JNA, il semble qu'après la cessation des tirs de barrage d'artillerie de la JNA sur Srđ, toute la puissance de feu des mortiers et autres pièces d'artillerie de la JNA, notamment des roquettes ou missiles Maljutka, se soit concentrée sur Dubrovnik, y compris la vieille ville. Les tirs de mortier et d'autres pièces d'artillerie de la JNA n'ont pas été contrôlés ni dirigés comme il convenait. Ces tirs n'ont pas visé uniquement des objectifs militaires croates, mais ont largement, délibérément et aveuglément pris pour cible Dubrovnik, y compris la vieille ville. Et ce, pendant de longues heures, comme nous l'avons déjà mentionné. L'attaque d'infanterie menée contre Srđ a donné lieu à des combats rapprochés particulièrement intenses et désespérés, tant de la part des forces croates que des forces de la JNA. Il y a eu des morts et des blessés des deux côtés. Les défenseurs croates se sont retranchés vers des positions souterraines situées dans le fort en pierre de Srđ et ont appelé à des tirs de mortier et d'autres pièces d'artillerie croates sur les forces assaillantes de la JNA qui encerclaient le fort. Des tentatives visant à vaincre les défenseurs croates ou à les contraindre à capituler se sont succédées pendant de nombreuses heures sans succès. Finalement, après 14 heures, les forces assaillantes de la JNA, épuisées, ont renoncé à s'emparer de Srđ et se sont repliés sous la protection des chars à la faveur d'un nouveau tir de barrage au mortier de la JNA sur Srđ. Leur repli complet s'est achevé peu de temps après 15 heures. La prise de Srđ avait échoué. L'attaque menée à l'artillerie contre Dubrovnik, y compris la vieille ville, s'était poursuivie pendant toute l'offensive de Srđ. Lors du procès en l'espèce, la défense a fait valoir
reprenant ainsi à son compte l'explication fournie en décembre 1991 par la JNA au sujet de l'attaque contre Surge et de l'attaque à l'artillerie contre la vieille ville en décembre 1991, que cette attaque avait été lancée sur la seule décision du capitaine Kovačević du 3e bataillon de la 472e brigade motorisée, décision qu'il avait prise de manière impulsive et en opposition avec les ordres de ses supérieurs aux premières heures du 6 décembre 1991. La raison invoquée pour ce comportement singulier était que durant la nuit du 5 au 6 décembre, les forces croates déployées à Surge s'étaient livrées à des actes de provocation en ouvrant le feu sur ses soldats, faisant ainsi une victime. Il aurait donc perdu toute maîtrise de lui-même et ordonné l'attaque, réagissant de façon émotionnelle au comportement des forces croates. La Chambre estime que cette version des faits est entièrement fausse. Le 5 décembre 1991, en fin d'après-midi, une réunion s'est tenue au poste de commandement avancé du 9e secteur naval à Koupari. Le 3e bataillon de la 472e brigade motorisée était alors placé sous la direction du 9e secteur naval, lequel était commandé par l'amiral Jokic. Des officiers supérieurs de l'état-major du 9e secteur naval, notamment le chef d'état-major, le capitaine de vaisseau Zetz, le commandant du 3e bataillon de la 472e brigade motorisée, le capitaine Kovačević, et les commandants d'autres unités du 9e secteur naval étaient présents à cette réunion. À cette occasion, un plan d'attaque relatif à la prise de Surge le lendemain matin, avant midi, a été établi. Surge était une position cruciale et constituait le dernier bastion contrôlé par les forces croates sur les hauteurs au-dessus de Dubrovnik. Le plan prévoyait de recourir à des tirs de mortier et d'autres pièces d'artillerie contre des objectifs militaires, y compris ceux qui étaient situés dans l'agglomération de Dubrovnik, selon les besoins, pour appuyer l'assaut contre Surge. Le plan prévoyait également l'engagement d'unités du 9e secteur naval autres que le 3e bataillon de la 472e brigade motorisée. Au vu des éléments de preuve produits, la Chambre estime que l'attaque de Surge a été entièrement planifiée à l'avance et coordonnée le 5 décembre 1991 par des officiers de l'état-major du 9e secteur naval et non pas décidée à la seule initiative du capitaine Kovačević le 6 décembre 1991 à l'aube, en réponse aux provocations des forces croates cette nuit-là. Le 6 décembre 1991, des protestations répétées contre l'attaque à l'artillerie menée par la JNA sur Dubrovnik, et en particulier la vieille ville, ont été exprimées par le ministre Rudolf, qui se trouvait à la tête de la délégation ministérielle croate, par la mission d'observation de la communauté européenne, le CMM, et par les autorités civiles de Dubrovnik. Ces protestations ont été adressées au 9e secteur naval, à l'accusé et, à Belgrade, au secrétaire fédéral à la défense, le général Kadijević. Elles n'ont en rien aidé à mettre fin à l'attaque d'artillerie. La Chambre estime néanmoins qu'une protestation adressée par le CMM au général Kadijević a conduit ce dernier à joindre par téléphone l'accusé entre 6 h et 7 h du matin. À la suite de cet appel, l'accusé a téléphoné vers 7 h à l'amiral Jokic. Ces événements, ainsi que les contacts entre l'accusé et l'amiral Jokic à cette occasion et plus tard dans la journée,
suscite une vive controverse comme il ressort des éléments de preuve produits. Il est inutile, aux fins de la présente audience, de résumer ici l'examen de ces questions par la Chambre ou les raisons de ces conclusions. La Chambre tient cependant à souligner que, selon elle, pendant la matinée du 6 décembre 1991, ni l'accusé ni l'amiral Jokic n'ont à aucun moment ordonné l'arrêt de l'attaque menée par la JNA en vue de la prise de Serge. Les discussions qui se sont tenues entre l'amiral Jokic et le ministre Rudolph pendant la matinée ont abouti à un accord de cessez-le-feu, lequel devait prendre effet à 11h15. À la suite de cet accord, l'accusé a effectivement ordonné un cessez-le-feu. Toutefois, cet ordre n'a été transmis qu'à certaines unités de la JNA. En particulier, aucun ordre n'a été donné aux unités d'infanterie qui tentaient de prendre Serge pour qu'elles mettent fin à l'assaut. Inévitablement, étant donné que l'attaque de Serge par la JNA s'est poursuivie et que seules certaines unités d'artillerie de la JNA ont cessé de tirer, le cessez-le-feu est resté lettre morte et les deux parties belligérantes ont continué à s'affronter. Aucune autre mesure n'a été prise, ni par l'accusé, ni par l'amiral Jokic, pour mettre un terme à l'attaque à l'artillerie contre la vieille ville ou à d'autres aspects de l'assaut lancé par la JNA. Au lieu de cela, l'accusé et l'amiral Jokic se sont rendus en avion à Belgrade dans l'après-midi. Conformément à l'ordre que leur avait donné le matin même le général Kadijević, qui venait de recevoir les protestations émises par le CMM. Les trois hommes se sont rencontrés dans l'après-midi, à la suite de quoi l'accusé et l'amiral Jokic ont regagné leur poste de commandement vers 17h30. Il est manifeste que la JNA s'est forcée à ce stade de limiter les dégâts, pour reprendre une expression familière, s'agissant de l'attaque de Dubrovnik en général et de la vieille ville en particulier. L'attaque avait provoqué une réaction de désapprobation quasi immédiate et énergique de la part de la communauté internationale. L'amiral Jokic commandait directement toutes les forces de la JNA qui prenaient part à l'attaque ce jour-là. Il était également en contact avec les représentants croates et ceux de la communauté internationale. Il lui a été confié pour mission de réparer les dégâts et d'arranger les choses. Il a proposé l'ouverture d'une enquête, une mesure qui, de toute évidence, avait pour but de détourner l'attention face à l'opinion internationale hostile. La Chambre estime que ce qui s'est passé ensuite témoigne de la teneur et de l'effet de ce qui avait été convenu ou des directives qu'avait reçues l'amiral Jokic à la réunion de Belgrade. Le lendemain matin, ce dernier a signé un accord de cessez-le-feu. Et il a aussitôt fourni l'assurance inconditionnelle, au nom du général Kadijević également, qu'une enquête minutieuse aurait lieu et que des sanctions seraient prises à l'égard des responsables. Telles ont été les promesses faites au ministre Rudolph, au comité de crise de Dubrovnik et à l'ECMM. La Chambre estime qu'il a mené à la va-vite un simulacre d'enquête. Il a brièvement rendu compte au secrétariat fédéral des mesures qu'il avait personnellement prises et, plus généralement, des activités qui s'étaient déroulées le 6 décembre 1991, relatant tout cela d'une manière assez peu conforme aux faits tels qu'ils ressortent des éléments de preuve produits, et cherchant ainsi à présenter le comportement des forces de la JNA sous un jour plus favorable. Le lendemain, une commission composée de 3 officiers du 9e secteur naval a effectué une visite de la vieille ville afin d'évaluer les dommages occasionnés. L'amiral Jokic a entériné les conclusions présentées par la dite commission dans un rapport qui cherchait à minimiser la nature et l'étendue des dommages et à ne pas en faire porter la responsabilité à la JNA. Dans la soirée du 6 décembre 1991,
il a mis à pied un commandant de bataillon par intérim, le lieutenant-colonel Jovanovic, du 3e bataillon de la 5e brigade motorisée. Étonnamment, le lieutenant-colonel Jovanovic n'occupait ce poste par intérim que depuis une journée. Et il a été réassigné à ses fonctions habituelles sans faire l'objet de la moindre sanction ou procédure disciplinaire. Le 3e bataillon de la 5e brigade n'était aucunement responsable du bombardement de la vieille ville, puisque la vieille ville était hors de portée de ses mortiers. L'amiral Jokic n'a engagé aucune autre procédure disciplinaire ou administrative visant à faire la lumière sur les événements qui s'étaient produits ou à sanctionner les responsables. La Chambre constate qu'aucune autre enquête ou procédure disciplinaire n'a été engagée par son supérieur hiérarchique direct, à savoir l'accusé, ou par le supérieur de ce dernier, le général Kadievitch. De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer le bombardement de la vieille ville le 6 décembre 1991. Dans le cadre de la présentation des moyens à décharge, la défense a soutenu notamment que les dommages occasionnés à la vieille ville étaient en réalité peu importants, voire inexistants. La Chambre est toutefois convaincue, au vu des éléments de preuve produits, que les dommages ont été de grande ampleur et qu'ils ont touché de vastes secteurs de la vieille ville. La défense a également affirmé que tous les dommages occasionnés à la vieille ville, ou à titre subsidiaire une partie d'entre eux, avaient été délibérément ou accidentellement le fait des forces de défense ou autres agents croates. Or, il existe des preuves flagrantes et irréfutables qui démontrent que les dommages occasionnés dans la vieille ville de Dubrovnik et à celle-ci, le 6 décembre 1991, résultent des bombardements menés par la JNA. La défense a avancé par ailleurs un autre argument, lequel semble quelque peu contredire les arguments précédemment évoqués, à savoir que les dommages occasionnés à la vieille ville le 6 décembre 1991 étaient une conséquence regrettable mais inévitable des tirs d'artillerie de la JNA contre des positions militaires croates situées dans la vieille ville et dans le voisinage immédiat de celle-ci. Certes, les forces de la JNA ont en partie pris pour cible des positions de tir et autres positions militaires croates, réelles ou supposées, dans l'agglomération de Dubrovnik. Mais aucune de ces positions ne se trouvait dans la vieille ville. Malgré certains éléments de preuve indiquant le contraire, ces positions croates étaient situées à une distance trop éloignée de la vieille ville pour exposer celle-ci à des tirs d'obus involontaires et fortuits dirigés par la JNA contre les positions en question. La Chambre estime que la cause des dommages établis occasionnés à la vieille ville est le bombardement de grande ampleur, délibéré et aveugle que celle-ci a subi plus de 10h30 durant, ce 6 décembre 1991, sous le feu non seulement des mortiers, mais aussi d'autres pièces d'artillerie de la JNA, telles que des canons de type ZIS, des canons sans recul et des lance-roquettes Maliotka. Passons maintenant aux charges spécifiques retenues contre l'accusé. Il se voit reprocher le meurtre de 2 civils au cours de l'attaque. Et à ce sujet, la Chambre note que lorsqu'une ville occupée par une population civile est soumise à une attaque à l'artillerie délibérée, qui entraîne des décès parmi les civils,
Ces décès peuvent être qualifiés de meurtre si les auteurs de l'attaque savaient que celle-ci causerait probablement des morts. La Chambre est convaincue que ces décès, ainsi que leur cause, ont été établis pour les 2 civils en question. Les membres de la JNA, qui en sont les auteurs, ont délibérément pris pour cible la vieille ville en sachant qu'y résidait une population civile. Les éléments constitutifs du meurtre ont été établis en ce qui les concerne.